Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de Face à l'info. Face à face ce soir entre Éric Zemmour, Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain, membre de l'Académie française. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à la première personne chez Gallimard, paru il y a 4 mois. Vous faites le point, vous retracez votre parcours. Le dernier ouvrage qui sort ce mercredi 22 janvier, sous votre direction, celui de Mona Ozouf, pour rendre la vie plus légère, les livres, les femmes, les manières, aux éditions Stock. Alors, dans une interview, justement, à propos de ce livre, vous expliquez, vous voulez réagir? Non, je vais faire une précision. Une Ce précision. sont des émissions répliques auxquelles Mona Ozouf a participé. Sur France Culture. Donc j'animais ces émissions et Mona Ozouf est notre directeur, mais il y a aussi Claude Haby, Pierre Manant, Philippe Reynaud, etc. Voilà. Alors, je voulais préciser un peu les choses sur la nature de ce livre, les conversations littéraires réécrites par les uns et par les autres. Et ce n'est pas votre livre du genre. Dans une interview, vous expliquez que pour définir l'identité française, vous pensez à cette définition de la France donnée par Mona Ozouf. La France est une patrie féminine et littéraire. Oui. Est-ce qu'on peut résumer la France à cette définition? Qu'est-ce que la France? Ah non, on ne peut pas la résumer à cette définition. Mais patrie féminine, c'est, si vous voulez, une définition ou un titre qui lui a été décerné par les voyageurs au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, qu'ils viennent de loin de l'Empire ottoman ou de plus près d'Angleterre. C'est Hume qui disait « La France est le pays des femmes » et Henry James faisait la même remarque. Il y avait une visibilité des femmes en France qu'on ne retrouvait pas dans d'autres pays, du haut en bas de la société. Patrie littéraire, oui, Mona Ozouf n'est pas la seule à faire ce constat. Le philologue allemand Ernst Curtius, dans un essai sur la France en 1925, disait que la littérature, pour la France, était une composante essentielle de ses destinées. Et la question est de savoir, est-ce encore vrai ? Patrie féminine, à l'heure où le genre voudrait nous faire considérer, ou les thèses sur le genre voudraient nous faire considérer que la différence des sexes est une vieille lune naturaliste dont il faut se défaire, on peut se poser la question, et patrie littéraire, à l'heure où ce qui prime, ce sont les livres chocs, les témoignages accusateurs, où le vécu prime sur tout le reste, là encore, on peut s'interroger. Mais de façon plus générale, je dirais que, comme Zemmour, je parle d'identité française. Et l'identité, comme son nom ne l'indique pas, c'est en nous ce qui n'est pas nous. Dieu est cause de soi. Comme le dit Régis Debray, ce qu'il fait, il ne l'a pas appris. Nous, non. Nous produisons du neuf, mais à partir de ce que nous avons reçu. Nous sommes incapables de nous auto-fonder ou de nous auto-engendrer. Nous héritons. Et la question est de savoir, est-ce que l'héritage aujourd'hui n'est pas menacé de l'intérieur et de l'extérieur? Et je suis devenu patriote français quand j'ai vu effectivement le péril, quand j'ai senti qu'il y avait une mortalité de la France ou de ce qu'un certains appellent l'âme française. Alors justement, pour vous, Éric Zemmour, qu'est-ce que la France? Alors, il y a deux... En fait, il y a deux discussions déjà qui s'ébauchent après le propos d'Alain Finkielkraut. Alors, la France, il y aurait des tas de définitions. Je pourrais dire, comme le général de Gaulle, peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Je pourrais dire, c'est une Italie qui aurait eu un État. Je pourrais dire, la France est en Europe et surtout est l'Europe. Parce que la France est espagnole par les Pyrénées, allemande par l'Alsace et le Rhin, anglaise par la Bretagne, la Normandie, italienne par Nice, etc. Vous voyez, il y aurait d'innombrables définitions. Maintenant, pour répondre, et comme dit Alain Finkielkraut, évidemment, la France, patrie féminine et littéraire, oui, Jung appelait la France le pays où règnent les femmes, etc. Oui, vous avez 1000 fois raison, mais il y a un mais très important. C'est que le général de Gaulle dit, à juste titre, la France s'est faite à coups d'épée. C'est-à-dire que la France, c'est les deux. C'est une dialectique très fragile et très précieuse. D'un côté, la France, patrie féminine et littéraire, mais de l'autre, l'État et l'épée. Et si
l'État et l'épée s'affaiblissent, alors là, si l'élément féminin et littéraire prend le dessus, c'est la France qui est en danger. Et on le voit au XVIIIe siècle, justement. Quand la Pompadour règne sur Louis XV, c'est le moment où la France bascule, perd la guerre de 7 ans face à l'Angleterre et à la Prusse, perd les colonies canadiennes, le Québec, l'Inde, se fait battre par la Prusse à Rosbach. C'est un échec terrible pour la France et qui est reproché justement à la Pompadour et derrière la Pompadour à la féminisation de la société. Déjà, Rousseau lui reproche. Et d'ailleurs, quand vous dites Jung dit les femmes règnent, vous savez ce qu'il ajoute? Il est sous la Révolution. Il dit la Révolution met un terme au règne des femmes et c'est bien pour le pays parce que la France sera mieux dirigée. Il faut aller au bout de cette phrase incroyable. Donc il y a effectivement une opposition et il ne faut pas que l'élément féminin domine car là, la France est en danger. C'est un équilibre subtil qui est d'invention de la France. Et ça, c'est Jung. Hein. Absolument. Moi, je parlais de David Hume. Ah oui, mais c'est Jung qui se balade en France. Oui, oui. Mais Hume, Arthur Jung. Il est allé aussi, il a séjourné, et c'est de lui que je parlais. Mais le rôle, en effet, de l'État dans la constitution de l'identité française et donc de l'épée, je ne veux absolument pas le négliger. Je m'interroge sur la situation actuelle où le droit à la continuité historique, revendiquée aussi bien par Ortega et Gasset pour toutes les nations dans la révolte des masses, que par Simone Veil dans son livre L'Enracinement. Eh bien, ce droit est bafoué. Il est contesté aujourd'hui, et notamment de l'intérieur, parce qu'il y a... c'est Aristote qui disait un Dieu même ne peut pas faire que ce qui fut n'ait pas été. Je crois dans l'éthique à Nicomarque. Ce qu'un Dieu ne peut pas faire, des historiens le font. C'est-à-dire qu'en effet, si l'on en croit certains éminents historiens, la France est un leurre, une illusion, un mirage, un courant d'air. Alain Finkielkraut, vous parlez tout à l'heure d'identité française. Est-ce qu'on peut parler d'identité française sans rompre avec son universalisme ou on va encore sans tomber dans le chauvinisme? Non, écoutez... oui, je crois à l'existence d'un sentiment moral national qui est « que pouvons-nous apporter à l'humanité ?» Je crois que cette question doit se poser et elle s'est posée toujours aux hommes politiques, notamment au général de Gaulle. Quand celui-ci parle de grandeur avec une certaine emphase, c'est à cela qu'il pense. Que pouvons-nous apporter à l'humanité? Mais la situation actuelle est un peu différente, si vous voulez. En effet, elle est plus identitaire, si je veux dire, parce que la question est de savoir si nous pourrons longtemps rester nous-mêmes. Alors, il y a le danger extérieur lié à la grande mutation démographique, mais il est doublé d'un danger intérieur lié à l'évolution des démocraties. La démocratie moderne, c'est une chose extraordinaire, c'est-à-dire dans les sociétés aristocratiques, comme le dit Tocqueville, un homme voit son semblable dans celui qui appartient à sa caste. Avec la démocratie, on assiste à l'universalisation du sentiment du semblable. Très bien. Tous les hommes sont égaux en dignité. Mais ça, c'est le génie de la démocratie. Mais il y a un démon. C'est-à-dire de tous les hommes valent, on peut passer au tout se vaut, au tout est égal, à la tentation nihiliste, qui consiste à dire, par exemple, qu'il n'y a pas de culture, ou que, plutôt, qui consiste à dissoudre la culture dans le n'importe quoi culturel. Éric Ce Zemmour. qui fait que l'essentiel de la France, et notamment sa culture, peut ainsi disparaître. Alors, attendez. Je pense que l'universalisme français préexiste à la démocratie. D'abord, ça vient du catholicisme, de l'universalisme catholique, et ensuite de l'abstraction française. Taine, dans Origine de la France contemporaine, explique très bien que l'universalisme français naît dès le XVIIe siècle avec Descartes, et qu'au XVIIIe siècle, tous les auteurs du XVIIIe, qui peut être persan, qui peut être indien, et tout ça, ça parle comme un homme français du XVIIIe, parce que pour un Français, l'homme est français et universel. Sauf que, il faut voir le contexte historique de l'époque. À l'époque, la France est ce qu'on appelle la Chine de l'Europe. On l'appelle comme ça.
parce que c'est le pays le plus peuplé de l'Europe. Il y a 28 millions d'habitants sous la Révolution française, quand la Grande-Bretagne n'est qu'à 8 millions. La France, à l'époque, a 28 millions d'habitants, c'est-à-dire autant que la Russie tout entière. Et quand la France fait la levée en masse en 1792, c'est évidemment avec les gros effectifs de sa démographie. D'ailleurs, vous savez bien, Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons ». Donc c'est comme ça qu'on a sauvé la Révolution, qu'on a sauvé la France. C'est parce que la France est à l'époque la Chine de l'Europe. Donc quand la France parle de l'homme avec un grand H et de l'universel, évidemment, elle pense d'abord aux Français, puisque les Français font quasiment toute la population de l'Europe. Et deuxièmement, quand sous la Révolution et sous l'Empire, on exporte la Révolution, les droits de l'homme, etc., on a la meilleure armée du monde. Donc quand on a la population énorme et la meilleure armée du monde, alors évidemment, on peut être universaliste. En revanche, un dernier exemple avec Finkielkraut, quand la France prend pied en Algérie, en 1830, il y a 28 millions de Français, 30 millions de Français. Vous savez combien il y a à l'époque de population en Algérie? 2 millions. Donc vous voyez, le décalage démographique est énorme. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans la situation inverse. Et nous ne sommes plus la Chine de l'Europe, nous sommes au contraire, la Chine existe évidemment, l'Inde aussi, et surtout l'Afrique, qui sera à 2 milliards d'habitants en 2050 et qui déverse une partie de sa population chez nous. Et deuxièmement, nous n'avons plus la meilleure armée du monde. Donc là, je pense que le discours universaliste devient suicidaire et qu'il faut absolument s'en méfier et changer de discours, sinon la France en périra. Mais ce n'était pas tout à fait le discours que je tenais. Non, mais j'ai pas dit ça. La situation que vous décrivez, justifie mon propre patriotisme. Et si vous le voulez bien, je vous lirai une très belle phrase de Simone Weil. La pensée de la faiblesse peut enflammer l'amour comme celle de la force, mais c'est d'une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour par la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. Donc il y a une beauté de la France, de la particularité française, dont nous savons qu'elle n'est pas assurée d'une existence éternelle. Mais Zemmour, je crois qu'il faut aborder maintenant, dans les minutes qui nous restent, le sujet qui fâche. Mais ça fâche déjà. Moi, je comprends. Mais je vais répondre. Allez-y. Il y a un deuxième sujet qui fâche, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez la nostalgie, que je peux très bien comprendre, de la France forte, de la France puissante, qui pouvait se permettre d'être universelle. Mais voilà, il y a eu un grand débat extraordinaire pendant l'affaire Dreyfus. Et c'est Péguy qui a mis le débat à sa véritable hauteur. Il a pris les anti-dreyfusards au sérieux. Il a cherché le meilleur des anti-dreyfusards, de l'antidreyfusisme, dans l'action française. Et il dit cela voulait défendre le salut temporel du peuple et de la race, la puissance. Autrement dit, nous sommes l'Allemagne menace, et pour un homme, on peut sacrifier l'armée ou affaiblir l'armée. On ne doit pas le faire, même si cet homme est innocent. Et lui, dit Péguy, nous défendons le salut éternel du peuple et de la race. Alors cette métaphysique nous paraît un peu démodée, mais je crois que c'est quand même le vrai conflit. C'est-à-dire vous aimez la France, Zemmour, mais en même temps, vous nous retirez toute raison de l'aimer parce que vous aimez en elle sa puissance, son conatus essendi, etc. Mais il n'y a pas que ça. Oui, au moment, je veux dire, la victoire du dreyfusisme est une raison d'aimer la France. La résistance est une raison d'aimer la France. Et on ne peut pas, justement, si vous voulez, soit faire une synthèse entre De Gaulle et Pétain, soit réduire la France à sa force. Alors, je ne réduis nullement la France à sa force. Mais sans la force de la France, il n'y a pas de France. Et donc, tous vos beaux discours sur la beauté de la France que je partage s'évanouissent si la France n'est pas forte. Moi, je pense, comme le général de Gaulle, que, vous savez, il dit un jour à André Passeron, vous vous souvenez, le grand journaliste du Monde, dans les années 60, il lui dit « Nous avons été quelque chose d'énorme, nous devons redevenir quelque chose d'énorme. » La France, si elle n'est pas quelque chose d'énorme, elle meurt. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Deuxièmement, pour Dreyfus. Alors là, c'est très simple. Je pense, puisque vous avez cité Péguy, qu'effectivement, les deux mystiques, comme selon son expression, étaient dignes de respect.
Je pense que la mystique des Dreyfusards, qui disait il faut sauver l'innocence d'un homme, était tout à fait respectable. Et je la respecte tout à fait. Je comprends très bien les gens qui, dans sa famille ou proches de lui, ont combattu pour son innocence. Tout à fait méritoire et respectable. Et deuxièmement, je comprends aussi les anti-Dreyfusards qui ne voulaient pas affaiblir l'état-major et l'armée. D'ailleurs, je pense, dans un premier temps, qu'on a surestimé cette affaire. Je pense qu'elle est beaucoup moins importante qu'on ne le croit. Mais elle a eu des effets très néfastes. Parce que quand effectivement, l'armée en a payé le prix. Et quand, au début de la guerre 14, les gens se font massacrer parce que l'état-major n'est pas à la hauteur, parce que l'armée française n'est pas prête, parce qu'on se balade encore en pantalon rouge et qu'on est l'objet des tirs de mitrailleuses, d'ailleurs Péguy lui-même en mourra dès l'automne 14, c'est en partie à cause de cette affaire Dreyfus et de cette désorganisation de l'armée. Et donc des dizaines de milliers de morts dans les premiers mois paye aussi cette affaire. Non. Mais si. Et je pense moi, d'ailleurs, je vous dis qu'on a terminé, Éric Zemmour. Cette affaire. Et moi, je comprends très bien qu'on est, si vous voulez, en plus une dernière chose. Vous avez lu comme moi Simon Epstein, qui explique très bien qu'à partir du moment où les Dreyfusards ont attaqué l'armée, ils ont été soutenus par une extrême gauche antipatriotique, antimilitariste, qui s'est jeté là-dessus, qui a décidé, beaucoup de gens qui n'étaient pas antisémites et qui étaient tout à fait pour l'innocence de Dreyfus, comme Bainville, de se mettre dans le camp anti-Dreyfusard. Et tous ces gens-là, vous vous souvenez d'Epstein, ont fini en plus dans la collaboration. Alors, ce ne sont pas simplement les amis de Dreyfus qui ont défendu Dreyfus. Le film de Polanski nous le rappelle. J'accuse. L'un des héros de l'affaire Dreyfus, c'est le colonel Picard, qui avait des préjugés antisémites et qui a voulu défendre l'honneur de l'armée contre des hommes qui pratiquaient une forfaiture et qui étaient totalement incompétents. Donc l'incompétence, elle était là, dans cet état-major anti-Dreyfusard. Il ne faut pas, si vous voulez, mettre sur le compte du dreyfusisme l'incompétence de l'armée. Ça a désorganisé l'armée, Alain. Premièrement. Ils étaient incompétents pour juger un homme, ils n'étaient peut-être pas incompétents pour faire la guerre. Non, c'est pas la même chose. Ils étaient aussi incompétents pour faire la guerre. Et la République avait beaucoup désorganisé. Les Dreyfusards vont désorganiser l'armée avec l'affaire des fiches et tout ça. N'oubliez pas ça. Deuxièmement, Éric Zemmour se réfère très souvent à un livre de Simon Epstein sur le paradoxe français. Sur le paradoxe français. J'ai lu ce livre. Il ne m'a pas du tout impressionné. Je l'ai trouvé assez antipathique avec l'idée je renverse la table, je vais vous montrer que les Dreyfusards, en fait, ont fini dans la collaboration. Ce n'est pas vrai. Certains ont été du bon côté, d'autres du mauvais, mais heureusement, Epstein cite Léon Blum, qui détruit son argumentation quand Léon Blum écrit « La plus fallacieuse des opérations de l'esprit est de calculer de calculer d'avance les réactions d'un homme vis-à-vis d'une situation réellement imprévue. On ne peut pas déduire telle ou telle attitude du dreyfusisme, d'autant plus qu'entre l'affaire Dreyfus et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la première. La première qui a été un traumatisme et qui a fait basculer nombre d'intellectuels et de Français dans le pacifisme. Quant à des personnalités comme Alphonse de Chateaubriand qui sont devenus hitlériens, qui est devenu hitlérien après avoir été Dreyfusard, c'est un cas, une pathologie singulière et dégoûtante qui ne dit rien, qui ne dit strictement rien sur le dreyfusisme originel. Ce dreyfusisme, on le trouve chez Picard, chez Bernard Lazare et dans Notre jeunesse. Et Notre jeunesse est un livre fondateur de l'identité française. Vous ne voulez pas voir que celle-ci ait un sens. Vous ne voulez pas voir vous-même la réalité. C'est dommage parce que d'habitude vous la voyez. Mais je la vois toujours. Non, pas du tout. Là-dessus, en l'occurrence, vous ne voulez pas la voir. Et ne voulez pas voir que l'extrême gauche s'est emparée du dreyfusisme, on a fait une chose politicienne. D'ailleurs, Péguy le reproche lui-même, et Daniel Halévy le regrette lui-même. Donc, soyez avec vos amis Dreyfusards, si j'ose dire. Donc, il le reproche lui-même à l'extrême gauche, et vous avez tort de refuser de voir Epstein, parce qu'Epstein le démontre par l'effet de nombre. Oui. Et le pacifisme est une conséquence de l'antimilitarisme et de l'antipatriotisme, que ça vous plaise ou non. Alors, évidemment, il y a la guerre 14 qui va aggraver tout ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
vous, mais contrairement à ce que vous dites, Alphonse de Chateaubriand n'est pas une exception et beaucoup de pacifistes d'extrême gauche sont passés dans la collaboration parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre et ils ne voulaient pas faire la guerre pour les Juifs comme il disait. Oui. Ils ont défendu aussi Dreyfus contre l'antisémitisme et je rappelle quand même que l'extrême gauche et même le Parti socialiste, enfin les socialistes dans la majorité, au début de l'affaire Dreyfus, étaient anti-Dreyfusards. Ah oui. Ils avaient cette idée que la seule vraie lutte, c'est la lutte de classe et que la justice bourgeoise ne pouvait pas s'acharner contre l'un des siens. Et Péguy l'a dénoncé très tôt. Donc ça, c'est la vérité d'une extrême gauche antisémite et anti-dreyfusiste. Et pour revenir une seconde à Simon Epstein, mais c'est intéressant pour notre débat, celui-ci nie qu'il y ait eu deux France. L'idée de deux France n'existe pas. Et moi, je vais dire, c'est pas vrai. Il y avait deux France, ou plutôt il y en avait qu'une pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ceux qui défendaient la France, de toute origine, des Dreyfusards, des Maurassiens, des gens de gauche, des gens de droite, et il y a ceux qui ont laissé tomber la France par terre. Quant à Maurras, subrepticement réhabilité... Qui a laissé tomber la France par terre, monsieur Hautefinck ? Eh bien, qui a laissé tomber la France par terre ? C'est un grand nombre de Français, rien n'est plus hideux que le spectateur d'un peuple qui n'est plus lié à rien par aucune fidélité, dit aussi Simone Veil. Quant à Maurras, réhabilité subrepticement par Simon Epstein, Maurras disait la France seule. Et le général de Gaulle, le 18 juin 1942, le général de Gaulle, le 18 juin 1942, a dit « Ceux qui grillent la France seule, tout en trouvant fort naturel qu'elles doivent subir la compagnie d'un envahisseur détesté, sont des renégats du patriotisme. » Voilà quelle était la situation la France seule, vrai slogan. Pendant la guerre. Et c'est très important de le savoir, parce qu'il s'agit de décider de quelle France nous sommes les héritiers, quelle France nous voulons défendre. Alors, quelle France ? Éric Zemmour. Alors, reprenons cette histoire au départ. Qui perd la guerre, Alain Finkielkraut ? C'est pas le régime de Vichy. C'est la République, premièrement. Deuxièmement, qui perd la guerre et pourquoi ? Parce que la France, la République française, a été faible face à l'Allemagne. Mais elle n'a pas été faible en 1938 à Munich, parce que là, c'est trop tard. Elle n'a pas été faible en 1939 avec la Pologne. Elle a été faible en 1935, en 1936, quand Hitler n'a pas encore d'armée, qu'il remilitarise la Rhénanie et que là, l'Angleterre lui dit non, on ne bouge pas, on attaque alors que l'armée allemande est persuadée que la France va lui rentrer dedans et que ça sera fini d'Hitler et de l'Allemagne. C'est l'Angleterre qui lui interdit ça, nos fameux alliés. Donc quand Maurras dit la France seule, il ne dit pas la France seule, d'ailleurs il dit la France d'abord. Il dit la France seule aussi, puisque c'est le slogan. Mais oui, mais parce qu'après, le problème c'est qu'il qu'il veut dire, je ne suis pas l'avocat de Maurras, mais j'ai lu Maurras et je vais vous en parler. Et c'est ni la France du Ya, ni la France du Yes. C'est-à-dire qu'il veut s'émanciper de l'alliance anglaise et qu'il pense refuser la soumission à l'Allemagne. Je ne dis pas que cela n'était pas une illusion. C'était une illusion. Mais c'était ça l'ambition du premier régime de Vichy. Maintenant, pour Maurras et pour le général de Gaulle, ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas. Parce que quand vous lisez De Kiel à Tanger, un livre écrit par Maurras en 1895, qui explique quelle politique étrangère est la meilleure pour la France, quand vous lisez ça, je vous enverrai les pages si ça vous intéresse, Alain Finkielkraut, c'est exactement la politique étrangère que suivra le général de Gaulle dans les années 60. Oui. Le général de Gaulle est, pour la politique étrangère, un émule parfait de Charles Maurras. Oui, il est le défenseur des petits contre les gros. En 1940, c'est un émule de Péguy, et à un moment donné, il fallait choisir. Parce que si on n'était pas dans la France du Yes, alors on tombait dans la France du Ya. Et je voudrais vous rappeler que Maurras a vécu le débarquement comme une invasion. Donc il s'accommodait de l'occupation. Le général de Gaulle Le général de Gaulle n'a jamais, vous m'entendez, jamais assisté aux cérémonies du débarquement. Il a toujours expliqué que c'était une colonisation américaine et que les Américains voulaient coloniser la France. Il l'a dit, et d'ailleurs il avait raison, puisque sans lui, les Américains voulaient considérer l'Italie, la France comme l'Italie, et mettre une monnaie américaine. Je suis désolé, Alain Finkielkraut. Le général de Gaulle... Laissez-le répondre.
répondre. toujours détesté le débarquement. Non. De la même façon. Le général de Gaulle était inquiet, ne voulait pas en effet que la France devienne un protectorat américain. C'est pourquoi il a cherché à battre les Américains de vitesse. Il n'empêche que 10 000 soldats américains sont morts, plusieurs milliers de soldats américains sont morts à 10 000 kilomètres de chez eux. Il n'y a rien de plus émouvant pour un Français que les plages de Normandie. Cela, il ne faut pas l'oublier. Nous avons cette dette et De Gaulle lui-même le reconnaissait. Donc il faut pas. C'est faux. Il y a eu une alliance. Alain Finkielkraut, j'aimerais bien vous répondre. Il y a une alliance. Des Français avec Churchill et aussi avec les Américains, même si en effet les rapports de Roosevelt et de Gaulle étaient très tendus, mais on ne peut pas entrer dans une confusion totale. Je n'entre pas du tout dans une confusion. Vous répondez rapidement, ensuite on avance dans le débat. Ensuite on avance. Les Américains sont responsables de notre défaite en 40. En plus, parce qu'ils nous ont lâchés pendant tout l'entre-deux-guerres, ils ont soutenu l'Allemagne, même sous Hitler. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est facile après de venir nous libérer quand on a été écrasés. Et deuxièmement, ce n'est pas l'Amérique qui nous a libérés, ce n'est pas les 10 000 morts qui sont venus mourir chez nous, c'est les 20 millions de Russes qui sont morts, et c'est eux qui ont détruit la machine de guerre allemande. Si on doit avoir une dette, c'est vis-à-vis de la Russie. Messieurs, on a compris. On doit avoir une dette aussi vis-à-vis de l'Amérique, et l'anti-américanisme obsessionnel peut conduire, me semble-t-il, à une réévaluation de l'histoire dans laquelle, personnellement, en tant que patriote, je ne me reconnais pas. Alors, on va avancer un petit peu dans le débat, puisque vous dites, Alain Finkielkraut, que votre identité juive vous donne un penchant pour la France faible, plutôt que la France forte. Non. Non, je ne dis pas ça. Non. Je n'ai pas de penchant particulier pour la France. Il est vrai que le patriotisme est né en moi quand j'ai compris que que la France était ma patrie et qu'elle était mortelle. Voilà. Qu'il pouvait y avoir quelque chose comme une post-France et que peut-être nous étions entrés dans une époque postérieure à la nation. C'est cela qui a fait de moi un patriote. Simplement, je rappelle aussi une phrase d'un patriote exigeant, intransigeant, Marc Bloch, c'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. Il s'est passé quelque chose pour les Juifs avec la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient cru, au XIXe siècle, après la Révolution, à quelque chose qu'ils ont appelé le franco-judaïsme. La France devenait la terre des accomplissements messianiques. La Révolution française, si vous voulez, réalisait les promesses de justice de la Bible. Cette croyance ne peut plus avoir cours après ce qui s'est passé. Il y a eu la solution finale, comme l'a écrit Vladimir Rabinovitch, dit Rabbi, les Juifs ont recouvré la condition d'homme libre, mais ils ne peuvent pas oublier qu'ils ont été la balayure du monde. Donc il y a pour les Juifs un plus jamais ça spécifique, plus jamais cette solitude, plus jamais ce délaissement, plus jamais cet abandon. Il faut qu'il y ait quelque part un lieu où nous retrouvions si vous voulez, nos prérogatives de peuple. D'où le rapport particulier des Juifs à Israël, qui n'est pas un sionisme délirant, qui est le souci de cette nation. Voilà. Et ça ne m'empêche pas d'être un patriote français. Juste avant de donner la parole à une petite seconde. Je vais répondre à ça. Oui, vous allez répondre, mais il aime la France forte et vous aimez la France faible. Vous allez non, je n'aime pas la France faible. D'accord. J'aime la France dans sa fragilité. La France parce qu'elle est fragile, c'est pas pareil. J'ai compris. Très bien. Non, je voulais vous l'entendre dire. Tout ça. Moi, je ne pense pas que ce que vous appelez le franco-judaïsme, ait failli. Moi, je suis toujours un enfant de ce franco-judaïsme. Je ne pense pas, je pense que c'est une réécriture de l'histoire, que de dire que la Seconde Guerre mondiale a changé le rapport des Juifs à la France. Et si vous me permettez, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense d'abord qu'il y a, c'est très, très complexe, la solution finale n'est pas française. Non. Elle est allemande. La France était vaincue par l'Allemagne. La France elle devait se soumettre à l'Allemagne. Il y avait dans la convention de l'armistice le fait que la police française devait obéir à l'Allemagne. C'était écrit noir sur blanc. D'où le rapport de De Gaulle à l'armistice aussi. Mais oui, d'accord. Mais on peut critiquer l'armistice. Ah bah oui. La France aurait été écrasée, aurait été laminée. Il n'y aurait plus de Français. Donc ça, c'est autre chose. Je vous rappelle ce qu'a dit Raymond Aron. La France a failli mourir de sa victoire en 14-18. Elle a été sauvée par sa défaite de 40. Il y a un problème démographique.
démographique. Alain Finkielkraut. Oui, Raymond Aron a dit ça. Mais il était à Londres. Bah oui, il était à Londres, bien sûr. Mais je veux dire par là que il n'y aurait pas de Londres s'il n'y avait pas eu de Vichy. Il n'y aurait pas eu de résistance s'il n'y avait pas un État qui contrôlait. Et je vous ai déjà dit que Vichy a dû faire la part des choses entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Oui, c'est une part horrible, oui. C'est horrible. Mais ça a permis de sauver les Juifs français. Oui, excusez-moi. On ne peut pas raisonner comme ça. On raisonne comme ça. Parce on a tort. On a peut-être tort, mais c'est comme ça. Oui, mais la vie est plus compliquée que l'idéal. C'est pas l'idéal. Si, c'est l'idéal. Parce que je vous rappelle que là, il y a des pays comme la Hollande. Il y a des pays comme la Hollande qui ont voulu résister. 98% des Juifs ont été massacrés. Et Hitler, on venait pas à la télévision pour dire c'est pas bien, tonton. Hein. Ça marchait pas comme ça. Alors je continue. Non, je continue. Deuxièmement, les Juifs ont redécouvert un sentiment identitaire, non pas à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais à cause de la victoire d'Israël pendant la guerre des 6 jours. Il y a eu une hubris de la victoire, et c'est à ce moment-là seulement qu'on a redécouvert l'extermination des Juifs et le rapport particulier à ce qu'on a appelé plus tard, qu'on n'appelait pas à l'époque, la Shoah. D'ailleurs, s'il y a un livre là-dessus qui explique très bien ça, qui détermine tout ça par un historien français. Il y a, si vous voulez, ce que vous dites, vous, c'est postérieur à la guerre des 6 jours. On ne le disait pas dans les années 50-60. D'ailleurs, il n'y avait pas de rapport particulier à Israël. À Romain Gary, à qui on demande dans les années 50 ce qu'il pense d'Israël, dit « c'est intéressant, mais mon pays étranger préféré, c'est l'Italie ». Moi, je ferai tout à fait mienne cette phrase. Donc, c'est pas vrai. C'est une réécriture de l'histoire que vous faites dans les années 70. On le laisse répondre. En 67, ce n'est pas l'hubris de la victoire. C'est le sentiment soudain qu'Israël pouvait disparaître. Oui, un sentiment qui a étreint Raymond Aron, le juif le plus assimilé qui se puisse concevoir. Modèle d'assimilation pour Sartre dans son essai sur la question juive. Et voici ce qu'écrivait au lendemain de la guerre Jacqueline Ménil-Amar, dont les textes ont été réunis par sa fille Sylvie Jessua. Après 13 ans d'hitlérisme, après l'occupation, les camps et les fours, il n'est pas un seul juif croyant ou incroyant, qui ne se souvienne qu'il est juif. La routine, la négligence des uns, la honteuse ignorance des autres, tout a fondu au destin d'Israël. Quelque chose s'est passé qui a peut-être mis du temps à s'exprimer. Mais moi, je l'ai bien vu. Si vous voulez, il y avait des oppositions entre les Juifs. Il y avait les assimilés, il y avait les bundistes, il y avait les sionistes. Mais tout ça a complètement disparu du fait même d'un sentiment de fragilité en Europe. Cela peut se reproduire. Il peut y avoir quelque chose encore comme une rafle du Veldiv. Mes grands-parents devaient entrer en zone libre. Ils ont été dénoncés par un passeur. Mon père a subi le billet vert. Il a été déporté à Beaune-la-Rolande. Mais tout ça s'est fait avec la police française. Donc, il ne s'agit pas simplement de fustiger ou de stigmatiser la France. Il y a un sentiment d'insécurité fondamentale que l'idée et la réalité d'Israël ont pu apaiser à un certain moment. Et aujourd'hui... parce qu'après on va me dire que moi j'ai pas le temps. Vous avez 2 minutes. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, vous avez dit vous-même, il voulait passer en zone libre. Cher Alain Finkielkraut... Il n'est pas passé, je vous signale. Oui, mais s'il y avait eu la zone libre, il aurait été sauvé. Le fait même qu'il y ait une zone libre, c'est parce qu'il y a eu un armistice et parce qu'il y avait le régime de Vichy. On nous donne encore un peu de temps. Deuxièmement, il y a, si vous voulez, il y a eu effectivement, vous avez raison, une étreinte, une peur de la destruction qui s'est très vite évanouie puisque Israël a écrasé les armées arabes en 6 jours. Et là, je maintiens qu'il y a eu une hubris de la victoire. Je tiens à vous dire quand même, Raymond Aron, vous avez raison à partager cette peur et que c'était l'incarnation du juif assimilé, vous avez raison. Je vous rappelle quand même qu'à la même époque, Lévi-Strauss, lui, n'a pas eu la même réaction et a contesté le propos de Raymond Aron. Et Raymond Aron lui-même explique que
le général de Gaulle a été très choqué par les jeunes manifestants juifs qui se sont baladés dans les rues de Paris avec des drapeaux israéliens, et que c'est sans doute à l'origine de sa réaction, la fameuse phrase « peuple d'élite sûr de lui et dominateur ». Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que vous avez l'air de le dire. C'est pas plus complexe. Mais si, simplement, on ne peut pas abandonner l'assimilation pour les juifs et l'exiger pour les autres. Ça, ce n'est pas possible. Je n'abandonne pas. C'est incohérent. Je n'abandonne pas l'assimilation pour les juifs. Je me réclame d'une école assimilatrice, non pas une école qui nous obligeait à nous fondre dans la masse, mais une école qui nous permettait d'assimiler la culture française et l'histoire de France. Et je regrette que l'école aujourd'hui ne le fasse plus. Mais pour tout le monde. Pour les raisons, et pour tout le monde, pour les raisons que j'ai dites. Et il n'y a aucune incohérence. Je dirais même qu'aujourd'hui, un nouveau franco-judaïsme est apparu. Une sorte de communauté de destin, parce que l'injure la plus répandue dans ce qu'on appelle les quartiers, dans les banlieues, il y en a deux. Sale français et sale juif, ou plutôt, j'en ai fait l'expérience récemment, sale sioniste. Parce que c'est ça ce qui arrive aujourd'hui aux juifs. On ne les traite pas très souvent de sales juifs, mais de sales mères de sionistes, oui, pour n'importe quelle raison, et moi-même, alors que, depuis très longtemps, je préconise la solution de deux États. Et ça veut dire qu'en effet, la francophobie et la judéophobie vont de pair aujourd'hui en France, et que les juifs et les autres Français, ou les Français d'origine française, je ne sais pas comment les appeler, sont un peu dans un même bateau, et que c'est ce bateau qui est en train de couler. Mais j'ai les mêmes exigences vis-à-vis de tout le monde. Et j'ai bénéficié d'une culture assimilatrice au bon sens du terme, et je regrette que précisément l'école ne fasse plus cela, et comme Zemmour, là je le rejoins, que les épreuves de culture générale soient supprimées des concours, parce que sous prétexte que la culture serait élitiste et discriminatoire. C'est une catastrophe pour la France et pour les nouveaux venus, comme pour les Français de vieille date. Alors, moi aussi, je vais le rejoindre sur un point. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans les banlieues islamisées, l'insulte sale français est équivalente à celle de sale juif, ou comme vous dites, sale sioniste. Là, nous sommes d'accord. Il y a une communauté de destin, d'ailleurs, qui est très vécue par les gens qui sont concernés. Maintenant, je pense que là où vous avez tort, c'est si vous voulez, il y a eu un vrai problème dans la communauté représentative juive, dans les gens du CRIF, qui se sont affichés comme uniquement les avocats d'Israël et de la politique d'Israël, qui ont été vus comme des agents, qui ont convoqué lors de fameux dîners absolument surréalistes le gouvernement français, les présidents de la République eux-mêmes, pour leur donner des injonctions sur la politique qu'ils devaient suivre vis-à-vis d'Israël. Ceci est un scandale, il faut le dire, ceci est honteux, je suis absolument hostile à ce genre de pratique, et il y a effectivement là-dessus eu un problème. Et quand aujourd'hui je vous dis on ne peut pas exiger l'assimilation pour les uns et pas pour les autres, c'est l'impression qu'ont eu beaucoup de gens dans les années 70, 80, 90. Ça l'est moins aujourd'hui, car là, vous avez tout à fait raison. Les Juifs qui étaient vraiment, qui ne se sentaient plus français, ils sont partis en Israël. Et c'était tout à fait cohérent et c'est tout à fait légitime de leur part. C'est plus honnête que de vivre ici et de cracher sur la France et de détester la France. On a bien compris votre critique du CRIF, qui peut choquer certains. Un dernier mot pour vous, Alain Finkielkraut. À critiquer les dîners du CRIF. Il ne s'agit pas simplement d'Israël maintenant. Il s'agit aussi beaucoup de la montée de l'antisémitisme, de l'inquiétude des Juifs. Donc, mais en même temps, cela ne me paraît pas, un décorum tout à fait adapté à notre situation. Je trouve cela regrettable, comme Éric Zemmour. Mais vous voyez, vous avez par exemple Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Jérémy Corbyn a connu une déroute. Son parti a été sévèrement battu aux élections britanniques, et cela a à voir avec l'antisémitisme très fort chez les travaillistes
qu'un antisémitisme que Corbyn a d'autant moins combattu qu'il était partiellement le sien. Et Jean-Luc Mélenchon, au lieu de prendre acte de cette défaite et des raisons de cette défaite, a dit Corbyn a composé avec la doxa, avec les dictates du Likoud et du rabbin d'Angleterre. Moi, je ne ferai pas pareil. Je ne me laisserai pas intimider par les oukases arrogants du CRIF. Et à chaque fois qu'on lui demande de dénoncer le communautarisme, il pointe le CRIF, comme s'il y avait un risque de séparatisme juif aujourd'hui en France, comme s'il y avait un équivalent juif de l'islam politique ou de l'islam radical. Tout cela vient du fait qu'il y a une population musulmane en France de plus en plus nombreuse, une population juive qui reste faible. C'est un calcul clientéliste, un calcul électoral, mais qui visera bientôt à favoriser l'antisémitisme au nom de ces considérations de comptage des voix. Et ça fait peur. Oui, mon cher Alain Finkielkraut, vous avez tout à fait raison. Ils sont tous passés dans le camp de l'islamo-gauchisme à cause justement de ces nombreuses voix musulmanes qu'ils guignent, que ce soit Corbyn, que ce soit d'ailleurs le Parti démocrate américain ou que ce soit Mélenchon. Mais vous voyez, si vous aviez apprécié à sa juste mesure le livre de Simon Epstein, vous l'auriez anticipé, parce que c'est exactement la même logique que celle d'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on devient antisémite non pas parce qu'on est antisémite, mais par pacifisme et qu'on veut pactiser avec le totalitarisme qui est le plus menaçant. Bien. On s'arrête là. Écoutez, il y aurait beaucoup à dire. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Un tout petit mot pour finir. Dans les salles de rédaction du progressisme autoproclamé, Zemmour, Finkielkraut, ça s'écrit en un seul mot. Oui. Eh bien, là, c'est un peu long. Les frères Siamois ont été étirés et on voit qu'il y a de profondes divergences. Ça, c'est Face à l'info. Excellente suite de programme sur CNews. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Et à demain à 19h pour un autre Face à l'info.